Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Le 49.3 dégainé hier a, c'est le moins qu'on puisse dire, mis le feu aux poudres tant dans l'hémicycle que dans les rues un peu partout en France. On va parler de cette situation inédite sous la 5e République avec Benjamin Morel, docteur en sciences politiques et maître de conférences en droit public à Paris 2, auteur du livre La France en miettes, régionalisme, l'autre séparatisme, publié aux éditions du Cerf. Benjamin Morel, bonjour. Allô, allô. Allô Benjamin ? Oui, je vous entends. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio. Était-ce une faute, une erreur ou était-ce inéluctable d'utiliser le 49.3 ? Au stade où en était le gouvernement, c'était pour lui quasiment inéluctable. C'est-à-dire qu'au vu de la situation, il n'y avait pas de majorité qui se dessinait. Et un rejet du texte, si jamais il avait eu lieu, ce qui était une possibilité forte, évidemment aurait été encore plus compliqué à gérer politiquement. Est-ce que vous auriez imaginé ces mobilisations un peu partout en France ? On a évidemment beaucoup parlé de la place de la Concorde. Pour ceux qui ne connaissent pas bien Paris, c'est juste un pont à traverser pour atteindre l'Assemblée nationale, mais un peu partout dans les villes de France et de Navarre. En effet, ces mobilisations, elles sont assez étonnantes de facto. On a des mobilisations qui auraient pu être considérées comme pouvant être mobilisées, tenues par les syndicats. Or, ça n'a pas du tout été le cas, ce qui montre que là-dessus, le gouvernement a pris un risque qui est un risque d'exacerbation de colère dans une situation qui est une situation qui risque de le priver de partenaires, d'interlocuteurs avec lesquels dialoguer. Est-ce que ces mouvements peuvent durer et même s'amplifier et même peut-être devenir un nouveau mouvement des Gilets jaunes ? C'est une possibilité. Pour l'instant, je crois qu'on n'en est pas là, tout bêtement parce qu'on a quand même des structures, des organisations syndicales qui prennent en charge ce mouvement et qui semblent en capacité de encore, nonobstant ce qui s'est passé hier soir, le canaliser et le porter. Par ailleurs, il va y avoir d'autres instruments. On peut penser notamment que la question du référendum d'initiative partagée permet de coaliser forces politiques, syndicats, etc. La crise des Gilets jaunes, c'est en grande partie lié à une absence d'alternative et à une absence, je dirais, de canaux de mobilisation traditionnels. Là, ces canaux sont certes fragilisés, mais ils demeurent et l'union syndicale permet de, malgré tout, les faire tenir. Benjamin Morel, est-ce que le passage d'Elisabeth Borne hier soir aux 20h de TF1 pour ne pas lâcher un gramme de lest, c'est pas une erreur de communication ? Il y a une volonté de se montrer droit dans ses bottes. Ça rappelle un ancien Premier ministre qui, droit dans ses bottes, a capitulé peu de temps après, vous me direz. Exactement. Et donc là, on a une situation qui en fait est plutôt une preuve de faiblesse. Le 49 alinéa 3 en lui-même est plutôt une preuve de faiblesse, à la fois vis-à-vis d'un mouvement social et d'une opinion qu'on n'a pas réussi à convaincre, mais également vis-à-vis d'une majorité parlementaire. Il faut voir que ce qui s'est passé la semaine dernière est également très important à l'Assemblée. On a eu, ça n'a rien à voir avec la réforme des retraites, mais des propositions de loi Horizon qui ont été rejetées par la majorité, des propositions de loi d'Aurore Berger qui ont été rejetées par la majorité. Donc, sans même parler des Républicains qui ne sont pas un partenaire fiable pour le gouvernement, au sein même de la majorité, vous avez aujourd'hui des craquellements, des fractures, et donc gouverner demain, ça apparaît extrêmement compliqué. Et donc, les déclarations péremptoires permettent certes de se donner une posture, mais elles cachent une véritable fragilité politique. Vous avez parlé du fameux droit dans ses bottes, cher Alain Juppé, lors du conflit de 95, Benjamin Morel. Mais on est bien d'accord, vous êtes d'accord que c'est une erreur de communication d'aller sur TF1 pour ne rien lâcher, sauf montrer qu'elle est droite dans ses bottes. Mais après les 1200 € qui étaient a priori le minimum pour tous les retraités, qui sont passés pour un nombre de retraités à 13 ou 14 000 par an, est-ce que en communication, vous qui êtes un éminent maître de conférence en droit public, si vous étiez professeur de communication, vous mettriez une bonne note au gouvernement et à la majorité? Alors, le professeur de droit public, déjà, leur donnerait une très mauvaise note en matière de procédure. On a une procédure parlementaire qui a été totalement baroque, pour rester dans les clous, et qui peut poser problème de constitutionnalité à terme. Et ensuite, en termes de communication, vous avez évidemment des Waterloo en termes de communication. Les 1200 €, peut-être plus que la question de l'âge, je pense, vont être quelque chose qui va rester dans l'opinion.
Parce que là, il y a eu de l'espoir qui a été suscité et il y a eu de l'espoir qui a été frustré, le sentiment justement d'avoir été floué. Donc reconstruire la confiance après ça va être extrêmement, extrêmement compliqué, y compris dans un électorat qui n'est pas a priori défiant vis-à-vis du gouvernement. Pour Olivier Dussopt, alors je vais citer deux éminences de la majorité ce matin dans deux médias. Pour Olivier Dussopt, la réforme des retraites, ce n'est pas un échec. Et pour Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, Renaissance, nous ne sommes pas en crise politique. Est-on dans le déni de réalité ? Désolé pour le bruit alentour. On a ce qu'on appelle, et vous connaissez ça comme moi, des éléments de langage. Et ces éléments de langage permettent de sauver un petit peu, ou de tenter de sauver une forme de narratif vis-à-vis de cette réforme. Très clairement, aujourd'hui, il ne dit plus personne. Donc on a essentiellement des éléments qui permettent de montrer que la majorité est encore présente dans les médias, qu'elle est en capacité de tenir un discours, mais la réception de ce discours est de toute façon considérée aujourd'hui comme non et non avenue. Alors, on va voir ce qu'on en dit à l'étranger. Pour la presse étrangère, le New York Times, ce conflit sur les retraites révèle un Macron affaibli et plus isolé. Pour Die Zeit, le journal allemand, la République bloquée, il y a des réformes dont un gouvernement ne se relève jamais. La confiance dans le président et le Parlement déjà en berne a subi un coup supplémentaire ce jeudi. Emmanuel Macron en est le premier responsable. Tiens, un pays latin, El País, le journal espagnol. L'utilisation du 49.3 symbolise l'échec de la politique et une crise institutionnelle profonde. Macron, dont la popularité est au plus bas, toujours remis en question pour son caractère hautain et déconnecté de la rue, est entré dans la même phase que ses prédécesseurs Alain Juppé en 95 et Sarkozy en 2010, lorsqu'ils ont aussi réformé les retraites. On ne peut pas dire que la presse étrangère soit dithyrambique, Benjamin Morel. Non, elle n'est pas dithyrambique, mais je crois que les parallèles, notamment avec 2010, sont pas bons, tout bêtement, parce qu'à l'époque, il y avait une majorité absolue et disciplinée. Si jamais vous tenez malgré tout votre majorité, vous pouvez vous payer le luxe d'essayer de lancer des coups de menton vis-à-vis de la rue. Quand vous ne tenez pas votre majorité, c'est beaucoup plus difficile. Et là, il y a un grand parallèle à faire, en effet, avec 95. Parce qu'en 95, même s'il y a une majorité de droite pléthorique, c'est la majorité qui a été élue en 1993. Et cette majorité, elle est essentiellement à composante baladurienne, ce qui pose de vrais problèmes à Alain Juppé et à Jacques Chirac. Donc là, on a une situation de fragilité et parlementaire et politique, parce que vous avez un président qui ne pourra pas se représenter, et social. Et ça, tout de même, c'est relativement inédit. Et on voit mal comment la présente majorité va pouvoir s'en sortir. Et est-ce qu'une motion de censure, justement, peut passer pour vous ? Pour Didier Moss, qui était chez Jean-Jacques Bourdin il y a quelques minutes, non. Non, c'est très peu probable. Pour que votre motion de censure passe, il vous faut 289 voix pour. Or, pour obtenir vos 289 voix pour, ça implique que vous ayez la NUP, le RN, les non-inscrits, les LIOT derrière vous, plus environ 30 députés LR. À ce stade-là, je vois mal comment le groupe LR pourrait voter dans une telle proportion la motion de censure. Est-ce qu'une dissolution est envisageable ? Il paraît que Emmanuel Macron l'aurait utilisé comme une menace lors d'un dîner à l'Élysée. Oui, ça permet de discipliner les parlementaires, mais l'exécutif aurait très peu intérêt à ça. Pour une raison simple. Parce que quelle majorité y aurait-il pour vous après ? Pas de majorité ? Il est probable que la majorité ne soit pas plus favorable au gouvernement et qu'on ait toujours un Parlement aussi clivé. C'est ce que nous disent les enquêtes, c'est ce que nous disent également les élections partielles, qui ne montrent pas de démobilisation, notamment de l'électorat RN. Et le pire qui pourrait arriver pour Emmanuel Macron, ce serait une majorité absolue NUP-RN, qui évidemment ne pourrait pas gouverner ensemble, et ferait que toute motion de censure serait susceptible de passer. Parce que ces deux ensembles votent les motions de censure. Et à ce moment-là, par contre, le pays est réellement ingouvernable. Est-ce que ça peut tenir encore 4 ans, Benjamin Morel ? On peut avoir un gouvernement un peu canardoiteux, comme diraient les Américains, c'est-à-dire un gouvernement qui n'est pas vraiment en capacité de faire passer des textes, parce que s'il lance quelque chose dans la machine parlementaire, il ne sait pas si ça passera, et si ça passe, quelle tête ça aura à la fin, s'il pourra assumer le texte une fois qu'il a été amendé. Et il y a un Emmanuel Macron qui, se concentrant sur l'international, etc., finit par renoncer un petit peu à tenir les rênes de ce qui se passe à l'intérieur. Dernière question, Benjamin Morel, quand on voit ce qui s'est passé hier, 1,49,3 ça va, 10,49,3, bonjour les dégâts ?
Enfin, ça dépend en fait comment est-ce que vous politisez votre 49 alinéa 3. Il y en a eu plein ces derniers mois et sur des textes budgétaires relativement classiques et on s'y attendait. En revanche, un 49 alinéa 3 sur un texte très symbolique, ça peut en effet faire très très mal à un gouvernement. Merci beaucoup Benjamin Morel, docteur en sciences politiques et maître de conférences en droit public à Paris 2, auteur du livre La France en miettes, régionalisme, l'autre séparatisme, publié aux éditions du Cerf. Sud Radio André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Je rappelle que le projet de Panly a été arrêté par François Hollande. Pourquoi? Personne n'en sait rien. Puis repris. Monsieur le Président, nous avons perdu 12 ans. Les 24 réacteurs de ce fameux accord PS vert, c'est quoi? Je me suis aussi posé cette question. En fait, les 24 réacteurs qui avaient été évoqués dans une négociation à laquelle je n'étais pas partie prenante, puisque j'étais déjà candidat, c'était les 24 réacteurs les plus vieux. Alors, vous me demandez ce qui s'est passé à la passation de pouvoir avec M. Hollande? On n'a pas parlé de grand-chose. Je me souviens du texto carillonnant de Madame Royal, promesse tenue, au moment de la décision de fermer Fessenheim. Donc, pour reprendre la belle expression d'André Santini, ils ont été dans le mur en klaxonnant. C'était l'audition sur le nucléaire hier, Nicolas Sarkozy qui visait le lobby antinucléaire et Hollande qui émet quelques regrets. À qui la faute? Pour la première fois depuis le début de la Ve République, 2 anciens présidents étaient invités hier à s'exprimer devant une commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale. Nicolas Sarkozy et François Hollande ont répondu aux questions des députés sur les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France dans un contexte de tension sur l'énergie lié à la guerre en Ukraine. Nous sommes en compagnie de Fabien Bouglet, expert en politiques énergétiques et auteur de l'ouvrage Nucléaire, les vérités cachées, publié aux éditions du Rocher. Fabien Bouglet, bonjour. Bonjour Philippe David. Que retenir de ces auditions de Nicolas Sarkozy et François Hollande? C'était pas un peu règlement de compte à Hockey Palais Bourbon? Non, je crois que c'était tout à fait une image tout à fait sincère de ce qui s'est passé dans la politique énergétique de ces 15-20 dernières années, c'est-à-dire une politique de gribouille, une politique d'accord de Quantum, comme l'a dit Arnaud Montebourg, parce qu'il faut insérer ces 2 auditions dans l'intégralité des 80 personnes qui ont été auditionnées par la commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale. Et on voit bien que c'est à la fois une gabegie monumentale de destruction de notre filière nucléaire pour finalement des petits accords politiciens mesquins pour quelques circonscriptions, alors que la politique énergétique, et en particulier le parc électronucléaire français, c'est un enjeu majeur de souveraineté nationale. Et c'est ça le paradoxe. Et finalement, le point d'orgue de cette commission d'enquête avec les 2 anciens présidents ont montré finalement l'incroyable scandale qu'il y a derrière ce lâchage du système électrique nucléaire français. Je vais citer François Hollande hier. Tout au long de mon mandat, j'ai défendu la filière nucléaire tout en travaillant pour qu'elle puisse être complétée par une montée des énergies renouvelables. Il ne s'agissait pas de réduire la capacité de production du nucléaire, mais de favoriser le renouvelable en plus du nucléaire. Est-ce de l'info, est-ce de l'intox, Fabien Bouglet? Écoutez, on a quand même tous en mémoire les lois qu'il a fait promulguer par François Brottes, qui avait été ensuite nommé à RTE, à la fois la loi de baisse de la part du nucléaire à 50%, dont on ne sait même pas et dont on s'est rendu compte dans le cadre des travaux parlementaires qu'il n'y avait aucune cohérence scientifique, c'est-à-dire que c'est quand même une mesure qui a été prise au doigt mouillé, sans validation scientifique, uniquement pour des raisons politiciennes. Et puis d'autre part, on a eu en même temps effectivement ce développement des renouvelables, donc on voit bien, éoliennes, panneaux solaires, qui sont absolument inefficaces pour répondre à la crise énergétique. Quand il n'y a pas de vent, il fait froid et c'est le moment où on a besoin d'électricité. Et on a bien vu pendant cet hiver, comme ces moments de pic de consommation, il n'y avait pas la production des renouvelables. Donc c'est illusoire et ça fait des années, vous le savez, je viens m'exprimer dans cette antenne, vous avez la gentillesse de m'accueillir, ça fait des années que j'alerte et je constate une chose simple, c'est que toutes les analyses que j'ai faites dans mes différents livres, et en particulier le dernier Nucléaire, les vérités cachées, ont été confortées presque à 100% dans les auditions de la commission d'enquête parlementaire. J'avais tout dénoncé, ces scandales politiciens, j'avais dénoncé la présence de lobbies antinucléaires
au sein des institutions françaises, et la commission d'enquête ne fait que conforter toutes ces alertes que j'ai émises depuis plusieurs années. Fabien, boucler justement pour Nicolas Sarkozy, le seul lobby qui existe, c'est le lobby anti-nucléaire. Vous êtes d'accord avec lui ? Je suis entièrement d'accord, et il faut quand même rappeler que j'avais bien expliqué ça. Il faut bien rappeler que sous le mandat de Nicolas Sarkozy, hormis l'arène, c'est-à-dire il avait mené une politique plutôt pro-nucléaire, et avec effectivement des agressions du lobby anti-nucléaire, à la tête duquel se trouve Greenpeace qui a été appelé par Thibaut Kirlizin des mercenaires verts, c'est-à-dire des gens qui font des politiques de destruction de l'image. Et il y a eu récemment Greenpeace qui a fait encore un communiqué pour dire qu'on utilisait de l'uranium russe. Moi, je pose la question, d'où viennent les 400 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel de Greenpeace Monde? D'où viennent cet argent? D'où vient les presque un demi-milliard de dollars? C'est une bonne question. Et pourquoi également Jennifer Morgan, la patronne mondiale de Greenpeace, est-elle devenue ministre des Affaires étrangères chargée du climat allemande, alors que l'Allemagne n'a de cesse que de faire des opérations antinucléaires au Parlement européen, à la Commission européenne et en France, au travers des officines qu'ils ont installées partout dans nos institutions. Donc effectivement, Nicolas Sarkozy a raison de dire qu'il y a un lobby antinucléaire, mais moi je vais plus loin, je dis qu'il y a des opérations de terrorisme économique antinucléaire en France. Et c'est là, pour moi, je dirais l'écueil de la commission d'enquête parlementaire, c'est que si elle a abordé les questions les plus importantes de détermination des problèmes qui sont intervenus politiquement depuis ces 20 dernières années, elle a été extrêmement légère lorsque M. Proglio, l'ancien patron d'EDF, a évoqué le fait que l'Allemagne voulait détruire EDF. Et là, malheureusement, et c'est ce que je retiens de ces travaux de la commission d'enquête, elle n'est pas allée vraiment au cœur du sujet, à savoir la guerre énergétique que nous mène l'Allemagne contre le nucléaire français. Et d'ailleurs, je le répète, ce n'est pas une vue de l'esprit, ce sont des éléments que j'ai mentionnés dans mon livre et qui ont été confortés tout récemment par Le Monde qui a publié un dossier très complet pour parler de la guerre énergétique sur le nucléaire entre la France et l'Allemagne. Parlons de l'Allemagne. Les choix allemands sur la fermeture des centrales nucléaires, ça nous a influencé, ça a influencé les dirigeants français ? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, il y a des liaisons extrêmement fortes, et encore tout récemment, Europe Écologie Les Verts a fait une masterclass antinucléaire où elle a invité une fondation allemande antinucléaire financée par le gouvernement allemand et les partis verts allemands. On voit bien qu'il y a des liaisons, si vous voulez, entre les partis écologistes antinucléaires allemands et les partis écologistes antinucléaires français, le premier duquel Europe Écologie Les Verts. Et effectivement, il y a une imprégnation de ces notions qui ont fait que la France a mené une politique affaiblie sur son nucléaire, qui, je vous le rappelle, notre politique nucléaire a 50 ans, et grâce au plan Messmer qui a justement permis la construction de ces 58 réacteurs, et malheureusement 2 qu'on a fermés, eh bien aujourd'hui on assure une grande partie de notre souveraineté électrique. On n'aurait pas fait ça à l'époque, on n'aurait pas aujourd'hui, 50 ans après, il faut quand même le rappeler, quand même la qualité. Mais le problème, c'est que, à force de mener ces opérations de dénigrement contre le nucléaire français, eh bien vous avez, à force de dire on va fermer 24 réacteurs nucléaires, parce que François Hollande, il minimise sa responsabilité, mais sauf que pendant des années on a dit on va fermer les réacteurs, d'ailleurs au premier duquel Fessenheim. Comment voulez-vous que les patrons d'EDF investissent dans le nouveau nucléaire, investissent dans une filière industrielle? Eh bien ce qui s'est passé, c'est qu'on a fragilisé la filière, on a fragilisé les investissements dans nos réacteurs nucléaires qui auraient dû être bichonnés parce qu'on pensait qu'on allait les fermer. Et bien le résultat, c'est que le vieillissement de nos réacteurs nucléaires font qu'il y a des fissures, des corrosions sous contrainte que l'on n'a pas traitées d'une manière approfondie pendant ces 2 quinquennats depuis François Hollande. Je dirais que le grand responsable, c'est quand même François Hollande. Il ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité. Un des principaux responsables de la crise énergétique française et électrique, c'est François Hollande, avec François Brottes, d'une part, et M. Piagezik, actuel responsable de Réseau de transport d'électricité de France, qui vient nous faire la leçon dans les antennes de télévision et de radio pour nous expliquer comment on va diminuer notre consommation
consommation, alors qu'il est un des grands artisans, un des grands architectes de la destruction de notre système nucléaire. C'est quand même incroyable. Merci beaucoup Fabien Bouglet, expert en politiques énergétiques et auteur de l'ouvrage Nucléaire, les vérités cachées, publié aux éditions du Rocher. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. On voit un lanceur de disques, une danseuse à l'Opéra de Paris, du public dans une salle de spectacle et 2 personnages dansant dans les rues de la capitale. Puis apparaît un drapeau. Alors comme toute personne, vous pensez que ce serait le drapeau français. Non, bon, la France, c'est vrai que c'est devenu un peu ringard, le drapeau européen. Pas du tout. Ce drapeau, c'est le drapeau LGBT, lesbienne, gay, bi, trans, qui précède le drapeau français. Oui, vous avez bien entendu. Alors rappelons que les JO de Paris sont payés et ils coûtent très cher par tous les Français, quelle que soit leur préférence sexuelle. Et sachant que le peuple français est un et indivisible, il n'y a aucune raison de mettre un drapeau, quel qu'il soit, avant le drapeau tricolore. Et si les hétéros faisaient la grève de l'impôt ?